Bon, alors je vous ai fait venir ici parce que Axel a réussi à pactiser avec un démon et qu'il faut le sauver sinon la Terre sera détruite. Bon, en d'autres termes, c'est la merde. Mais pourquoi t'as pas appelé la police? Alors, je l'ai fait, hein, mais... Bonjour, ici la police municipale. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment parce que c'est la nuit à Titi. Alors rappelez demain. Allez Titi, l'ami Titi, lève ton verre. Mais surtout, ne le renverse pas, ça risque pas. Enfin bref, bon, vous êtes avec moi? Dis-moi pourquoi on devrait le sauver déjà? Non, parce que est-ce que tu sais combien de fois il m'a tué? Ou combien de fois il m'a martyrisé? Oui, c'est vrai, mais ça reste un être humain avant toute chose. Et en tant qu'être de la même espèce, vous avez le devoir de vous entraider et de vous sauver mutuellement. Non, même pas en rêve. Je déteste l'humanité. Bon, alors on va faire quelque chose de plus simple. Toi, tu aimes bien Star Wars et le Seigneur des Anneaux? Oh oui. Toi, tu aimes bien la bière et touche pas mon poste? Ah, baba. Voilà, bon, et ben si on ne sauve pas, le monde est détruit. Et si le monde est détruit, plus de Seigneur des Anneaux et plus de baba. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je sais pas du tout. Lorsqu'Arzel a pris possession d'Axel, on venait de terminer la vidéo sur ça. Et je lui avais dit que le film m'avait fait un peu peur. Bah en vrai on pourrait parler d'un film qui fait pas peur. Comme ça chapitre 2 par exemple. Comme ça inverserait sa montée en puissance. Et le fait que vous parliez de la conclusion du film dont vous avez parlé la première fois, ça pourrait créer une sorte de boucle dans laquelle Arzel pourrait rester bloqué à jamais. Quoi? J'ai dit une connerie? Non, justement, c'est ça qui est surprenant. C'est même très effrayant. Bon, et ben c'est parti alors. D'accord, mais à une seule condition, c'est que c'est Bibi qui présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Hé, pourquoi c'est toi qui présente? Parce que je tiens à être monétisé. Et oui, aujourd'hui, à cause d'un petit problème technique, c'est moi qui prends les rênes. Et aujourd'hui, on continue avec la conclusion de ça, chapitre 1, à savoir ça, chapitre 2. Logique. Le film commence 27 ans après les événements du premier opus, dans une fête foraine, dans laquelle un couple gay se fait tabasser par des racailles homophobes. Ah, les petites villes. En même temps, il les avait insultés avant, hein. Meg Ryan a téléphoné. Faut que tu lui rendes sa perruque. Ouais, il a pas la langue dans sa poche. Il a plutôt la langue dans le cul de son mec. Tu vois, c'est pour ça que tu présentes pas l'émission. Bon, les brutes prennent un mec pour le jeter dans le canal. Wow, attendez, c'est pas juste tabasser quelqu'un parce qu'on n'approuve pas son orientation sexuelle, là, c'est un meurtre, là. La vache, c'est vraiment les méchants basiques des années 80, tu sais, genre l'agence au risque. Je me suis toujours demandé ce que faisaient ce genre de gens après avoir tué quelqu'un dans la rue. Bon, bah bien joué les gars, on vient de tuer un mec. Ouais. Petite bière? Ouais. Et le petit Adrian se fait bouffer par Gripsou. Attendez, je croyais qu'il s'attaquait qu'aux gosses. Ailleurs, on retrouve Mike, Vous vous rappelez le tueur de moutons? qui capte la fréquence de police, L'ami Titi, lève ton verre. et apprend donc que ça est de retour. Plus tard, nous retrouvons Billy, devenu écrivain puis scénariste sur un film dont il doit réécrire la fin. La fin, ils l'ont détesté. Ah, c'est toi qui as écrit Star Wars 9. Même sa femme déteste la fin de ses livres. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Mais c'est alors qu'il reçoit l'appel de Mike qui lui dit de revenir à Derry, leur ville natale. On retrouve ensuite Eddie l'hypochondriaque au téléphone avec sa femme, jouée par sa mère. C'est un peu sale. En fait, l'actrice qui joue sa femme, Molly Atkinson, jouait aussi sa mère dans le 1. Je t'aime, maman. Quoi? C'est encore plus dégueulasse que ce que je pensais. Bon, Mike l'appelle à son tour, puis c'est au tour de Richie devenu humoriste. Pas étonnant, c'était quand même le petit rigolo de la bande, rappelez-vous. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas mesuré nos bites. Je dois aller au masturbateur anonyme. Ah, toujours le même registre à ce que je vois. Puis c'est au tour de Ben, le petit gros que Beverly avait recalé dans le premier film, devenu un riche beau gosse. T'as misé sur le mauvais cheval, Beverly. Vient le tour de Stan, qui lui n'a pas trop supporté le retour du clown. Oh, tricheur! Et enfin vient le tour de Beverly. Je suis désolée, mais je me rappelle plus.
Oui, elle a bon dos la mémoire. Mais finalement, elle accepte de venir. Tu vas pas bouger d'ici. Ah oui, elle a vraiment misé sur le mauvais cheval en fait. Bon, elle arrive à se barrer en lui éclatant la gueule. Oh, vous savez, elle a l'habitude maintenant, hein, son père, son mari... Cependant, on apprend qu'il y a des années, lors du premier opus, Henry Bowers, le psychopathe qui a tué son daron, le bully avec la coupe mulet, hein, rappelez-vous, a survécu à sa chute mortelle. Mais lorsqu'il est rentré, les flics l'attendaient pour l'arrêter. Puis on le retrouve dans un hôpital psychiatrique au temps présent, toujours avec un super mulet. C'est l'heure des retrouvailles. Ça rigole, ça picole. Un homme, Adrian Mellon, s'est fait massacrer. Moi, le casseur d'ambiance, on venait d'attaquer l'apéro là. Et via les petits gâteaux chinois, ça leur annonce que Stan ne viendra pas. Parce que c'est une couille molle. C'était pas parce qu'il s'était suicidé? Si, parce que c'est une couille molle. D'ailleurs, connaissez-vous la vérité sur les gâteaux chinois? Ils ont l'air chinois, ils sonnent chinois, mais c'est en réalité une invention américaine. Tu viendrais pas de citer Iron Man 3 là? Oui. Mais quand est-ce que t'as une vie? C'est une bonne question ça. La bande de potes se sent bizarre car ils ont oublié pas mal de choses de leur passé. Ils se sont oubliés eux, mais aussi Gripsou. Cependant, revenir à Derry a ravivé leur mémoire. Bon, là il y a une espèce de grosse mouche à tête de bébé qui sort d'un gâteau et un œil aussi. Ah, je sais pas ce qu'ils ont pris, mais je veux la même chose. Peu après, Gripsou mange un morceau et Henry s'échappe de son asile grâce au cadavre de son pote. Oh, c'est une longue histoire. Puis nous retrouvons Mike qui explique à Bill les origines de Gripsou. Alors il raconte son voyage initiatique auprès des Indiens qui lui ont appris que ça est un extraterrestre et que la seule façon de le tuer est de l'enfermer dans une boîte. On retrouve le reste de la bande à l'hôtel, tout le monde s'apprêtait à partir, mais Beverly leur apprend que lors de leur bagarre contre Gripsou, elle a eu une vision de tout le groupe mourir petit à petit. Elle avait vu la mort de Stanley et s'il n'arrête pas Gripsou cette fois-ci, le reste des visions de Beverly se réaliseront. Le lendemain, en se baladant dans la forêt, ils trouvent leur vieux refuge dans les bois. Ah, je me souviens des cabanes dans les bois à l'époque, hein. On y ramenait de la bouffe et des magazines cochons et on se branlait entre potes. La belle époque. Comment t'as construit ça? Mais pourquoi t'as construit un bunker? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? D'ailleurs, Richie refait ses petites blagounettes. Tu vas être comme ça pendant tout le temps qu'on va passer ensemble? Malheureusement, je pense que oui. Mike informe le groupe que pour accomplir le rituel afin d'enfermer ça à tout jamais, il faut que chacun sacrifie un artefact de son passé. En gros, un objet qui leur rappelle un souvenir d'enfance, ce qui permettra à chacune des personnes de retrouver la mémoire à 100% et être enfin prêt à arrêter ça. Alors tout le monde se met à la recherche de son Horcrux. Beverly retourne chez son père. Votre père est mort. Mais elle l'avait pas tué dans le 1? La vieille dame l'invite à boire un canon, elle retrouve la lettre que Ben lui avait écrite à l'époque, et en fait, la vieille c'est Gripsou. Bon, elle arrive à s'enfuir, Richie lui trouve son artefact dans l'ancienne salle d'arcade, en repensant à une scène horrible, où l'on apprend qu'en réalité, il est gay. Ah bah là, je suis bien d'accord. Alors on va mettre les choses au clair, ce n'est pas le fait qu'il soit gay qui est horrible, hein, c'est complètement autre chose, on est d'accord là-dessus. Ah non, hein, moi je disais ça parce que c'était une pédale. En fait, dans cette scène, Richie se rapproche intimement du cousin de Henry, sauf que ce dernier applique et lui fout la honte en le traitant de... De quoi? Oh mais vous savez bien quoi, de LGBT. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai pas compris moi. Bill, quant à lui, trouve son ancien vélo, qu'il rachète dans une boutique tenue par Stephen King en personne. Ah bah d'accord, le mec il fait carrément des caméos dans les adaptations de ses livres maintenant. Puis dans une vision, il trouve son artefact, le bateau qu'il avait construit pour son petit frère. Eddie, lui, a de nouveau une vision de son lépreux du premier film. Je tiens à dire qu'on n'a pas du tout rajouté la musique. En attendant, Bill et Beverly se rabibochent. Eh bah il a pas perdu de temps celui-là. Eddie, qui décidément passe une très mauvaise journée, se fait attaquer par Henry qui s'est introduit dans sa salle de bain. Mais il finit par le planter à son tour. Malheureusement, Henry arrive à s'enfuir pour aller s'attaquer à Mike, mais finalement Bowers se fait buter par Richie. Tout le groupe se retrouve à la Bibli, sauf Bill qui lui s'est décidé à aller buter ça seul, puisqu'il vient de voir Gripsou attraper un gosse devant lui. Il se rend de pied ferme à la maison hantée qui est, on le rappelle, le refuge de ça, mais ses potes le rejoignent à temps pour l'assister. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas mesuré nos bits? Il set the line. Comme dans le premier film, ils se retrouvent séparés, ça les attaque, mais ils s'en sortent. Ils entrent enfin dans les égouts, trouvent le QG de ça et commencent le rituel. Chacun balance son artefact dans le feu et arrive à enfermer ça sous sa véritable forme dans le pot de confiture indien. Mais ça arrive à s'évader. Mais pourquoi? Ça fait 2 heures qu'on les regarde se balader dans la ville à la recherche de leur objet de merde.
Et tout ça pour rien? Eh oui, car Mike avait omis de dire à ses camarades que le rituel des Indiens n'avait pas fonctionné à l'époque, mais comme il n'avait pas d'autre option, il s'est dit bah allez, on tente quand même le coup, hein, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La mort peut-être. Donc Gripsou se met de nouveau à leur poursuite. Oh non, pas ça, putain. Encore ce gag? En plus, il dure 1000 ans là. Au moins dans le premier, il ouvrait la porte et c'est tout. Non, là, il ouvre une porte, puis deux, puis un chien. Oh, on s'emmerde. Bon, il se passe quoi ailleurs? C'est Johnny! Il s'agit d'une référence au film Shining de Stanley Kubrick, un film adapté d'un roman de Stephen King qui a notamment écrit ça. Oui, je suis sûr que ça fait hyper plaisir à Stephen King de jouer dans l'adaptation de ça qui fait référence au film Shining, une de ses autres œuvres, dont il a détesté l'adaptation par Stanley Kubrick. Et dans une hallucination, Ben avoue ses sentiments à Beverly en lui récitant le poème qu'il avait écrit pour elle. C'était toi. Bah oui, et tu le savais à la fin du 1, donc fais pas genre que tu découvres là. Oui, mais rappelle-toi, ils ne se souviennent pas de tout leur passé. À toi ta gueule. Ouh. Ah, je comprends ce qu'Axel ressent quand il gueule sur les gens. Ça fait un bien fou. Lors d'un acte héroïque, Eddie transperce Gripsou de sa lance et le bute pour de bon. Ah, my bad là-dessus. Mais c'est alors que Mike a l'idée du siècle. Il y a plusieurs manières de rendre quelqu'un petit. On le persuade qu'il l'est. Alors ils se mettent à le rabaisser. T'es moche, tu pues. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Jusqu'à ce qu'il se transforme en bébé difforme, puis Mike lui arrache le cœur. Ainsi la bande des ratés tue ça. Sauf que Eddie y est resté. RT si c'est triste. Et après avoir pleuré la disparition de leur copain, Beverly embrasse enfin Ben. Tiens donc, comme par hasard, alors dans le 1, Ben il te fait des lettres d'amour, il te fait un baiser pour te réveiller alors que tu es dans le coma, mais toi tu préfères le beg chef du groupe, mais alors maintenant que c'est devenu un riche beau gosse, tu retournes ta veste, hein. Putain, tu sais quoi? Tes camarades de classe avaient raison à l'époque, Beverly. T'es qu'une salope! Et plus tard, Bill reçoit la lettre de suicide de Stan. Je sais que ça y ressemble, mais c'est pas une lettre de suicide. Si, tu l'écris juste avant de t'ouvrir les veines, c'est une lettre de suicide. On apprend également que Richie était en réalité amoureux de Eddie. Je vais enfin pouvoir mettre le monde à mes pieds. Qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir semble diminuer. Ah là! Espèce de petit enculé, tiens, tu peux rien pour attendre. Bon, effectivement, c'était moyen. Même moyen moins. Déjà, on retrouve le même problème avec Richie qui fait des vannes tout le temps, ce qui baisse la tension dans les scènes d'angoisse et de suspense qui sont presque inexistantes dans ce film. Sérieux, je sais pas pourquoi, si c'est parce que ce sont des adultes maintenant ou autre, mais quand ça attaque la bande, j'ai pas peur. Je vois plus ça comme une sorte de film d'action un peu nul, plutôt que comme une vraie scène d'épouvante ou un espèce de thriller horrifique. Après, le vrai problème du film, selon moi, c'est le rythme. Qu'est-ce qu'on se fait chier entre les flashbacks toutes les 5 minutes, les quêtes annexes à la recherche des objets du passé, et y a même des trucs dont j'ai pas parlé tellement c'est pas important. Genre y a une scène où Gripsou passe 5 minutes à discuter avec une gamine avant de la manger, alors plutôt intéressante visuellement hein, comme scène, mais cet événement n'a aucun impact sur la suite du film. Et des trucs comme ça, y en a partout. Genre y a un moment où Richie se casse de la ville, il veut se barrer, mais en fait 5 minutes plus tard il revient. Bowers s'évade de prison, mais il se fait buter directement sans que sa présence influe sur quoi que ce soit. Ça fait pas peur, on s'emmerde, le film est raté. Hey! Ah bah vous revoilà vous. Mes pouvoirs ont partiellement disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien nous avons remarqué que ce qui vous avait fait venir sur notre plan astral, c'était le fait que je ressentais de la peur. Alors on s'est dit que si je ressentais l'effet inverse, bah ça pourrait annuler votre puissance et vous faire retourner de là où vous venez. En l'occurrence grâce au film Ça chapitre 2. Pas mal comme plan, t'es pas si con en fait. Alors merci mais pour le coup c'est son plan à lui. Salut. Non mais sans déconner. Si je vous jure. Mais je dis pas toujours que des conneries. Cependant tu as oublié que l'inverse de la peur n'est pas l'ennui, mais le rire. Il me reste assez de puissance pour disparaître. Oh merde. Agent. Tiens, regarde cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais que j'ai été un peu dur avec vous tous et... Merci de m'avoir sauvé. Ah, de rien, ma couille, mais ne le demande pas 2 fois parce que ça fait mal à la tête de réfléchir. Mais dis-moi, Ardzel le maudit recrute des disciples en leur promettant monts et merveilles, en leur promettant de réaliser leurs vœux. Mais qu'est-ce que t'as demandé à Ardzel le maudit pour que tu puisses le suivre comme ça? La montre Benten classique de 2006. Quoi? Introuvable, enfin, sauf sur internet bien sûr, mais les prix, je t'explique même pas. Attends, t'as failli tous nous tuer là? Pour 30 €? Non, 50, mais j'ai pas foutre 50 balles dans un jouet d'occasion, t'es pas fou, non? C'est pas marqué pigeon ici, il est con lui.